Leur nombre a fortement augmenté depuis la crise migratoire de 2015. Les migrants mineurs isolés sont de plus en plus nombreux à affluer en France chaque année. Et leur prise en charge par la collectivité suscite parfois des crispations. Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui comment leur accueil se déroule ici dans le département du Doubs et comment les associations les accompagnent pour qu'ils s'insèrent socialement et professionnellement. Alors, comment se déroule ce processus? Combien de mineurs restent en France une fois majeurs? C'est le thème de ce nouveau 18h30. Nous retrouvons Didier Moreau, directeur adjoint de la direction Enfance et Famille au conseil départemental du Doubs. Bonjour. Bonjour. Le Doubs, le département qui s'occupe de la prise en charge et de l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Ici, on est dans un centre d'accueil en plein cœur de Besançon. Absolument. Nous sommes ici dans la boutique Jeanne Antide, qui est une des 4 associations habilitées par le département pour accueillir ces mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs lorsqu'ils deviennent majeurs. Donc là, c'est un centre d'accueil où ils se posent le temps de réfléchir à leur projet. C'est ça. Les mineurs sont confiés au département au titre de la protection de l'enfance et arrivent sur Besançon. Et là, ici, on est dans un SAS où ils restent quelques mois pour élaborer leur projet et ensuite être... Dans le même temps, ils sont scolarisés. Ils sont scolarisés dès leur arrivée sur le territoire, hein, bien sûr, et ils construisent leur projet pour être le plus autonome possible, rentrer en formation et construire un dossier de demande de titre de séjour. D'accord, donc on le voit, c'est assez grand. Et il y a eu de plus en plus de mineurs isolés depuis 2015. Oui, 2015, il y avait une 50aine de personnes qui se sont présentées, qui ont été accueillies MENA. Et puis c'est monté très rapidement. On avait 170 avant le confinement, avant la crise sanitaire. Et nous sommes actuellement, nous prenons en charge actuellement 150 mineurs et 125 majeurs ex-MENA, ex-mineurs non accompagnés. Alors une fois quand ils arrivent, il y a une procédure de vérification aussi de leur identité, de validation de leur minorité. Oui, nous sommes sollicités par l'État sur la prise en charge de ces personnes se présentant comme mineurs non accompagnés dans le cadre de la protection de l'enfance, des compétences de la protection de l'enfance. Donc nous avons construit un dispositif d'accueil de mineurs. Donc il ne doit rentrer dans ce dispositif que des mineurs. Donc ils sont évalués et lorsque des personnes se présentent comme MNA, 480 sur l'année 2021, 140 d'entre elles ont été évaluées majeures. Et comment on évalue ça? C'est en fonction si ces jeunes, par exemple, n'ont pas de papier d'identité. Des entretiens. Alors, ce sont des entretiens avec des professionnels formés et puis avec les compétences de l'État aussi, les services de la préfecture au niveau de la vérification des papiers sur ce thème-là. Oui. Bon, on le voit, il y a tout ce qu'il faut ici. Hein. Il y a même une télévision, des jeux de société, le baby-foot. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de construction de projet, comme je disais, et puis c'est un lieu de repos aussi pour des personnes qui ont traversé des pays dans des conditions traumatiques. Toutes ont pu rencontrer de grosses difficultés. On a des témoignages assez effarants de ce qu'ils ont pu rencontrer. Oui. Donc là, on se repose. C'est difficile d'envisager du coup un avenir serein et pourtant certains entament des formations. Le but, c'est de s'insérer professionnellement. 97% des personnes sont scolarisées, des ménages sont scolarisés, et notamment dans des formations qualifiantes de tout type de métier, pour un accès à l'autonomie le plus rapide possible. Et sur cette question-là, ils sont aidés par des associations avec lesquelles vous travaillez, qui s'occupent de les aider dans leur procédure de régularisation, leur permettre d'accéder aux soins. On va rencontrer justement l'une de ces associations qui est basée à Besançon. Et on se retrouve dans les locaux de l'ADDSEA, une association qui s'occupe d'accompagner ces jeunes. Et ce soir, elle propose un atelier cuisine. L'un des participants, c'est Salif. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous interromps en plein milieu des préparatifs. Ouais. Vous êtes arrivé en France il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, là, je suis en France depuis début janvier 2021. Et comment ça se passe depuis? Oui, ça se passe bien.
Votre objectif professionnel, vous en avez un déjà? Ouais, là, je suis en deuxième année Bac Pro. Mon objectif, c'est de finir ma formation, avoir mon bac, une autorisation de rester en France et travailler, fonder une famille, quoi. Pour toi, aujourd'hui, c'est la France, Ouais, c'est là où tu veux vivre. Ouais. Quoi. Et cet atelier, aujourd'hui, il est important aussi pour rencontrer des gens. Ouais, c'est important parce que c'est l'occasion pour moi de rencontrer de nouvelles personnes, échanger. C'est bien. Très bien. Bon, je vais te laisser terminer les oignons donc, pour la pizza qui est en cours de préparation. Merci. Et je vais retrouver Lina Bergeret, éducatrice spécialisée à la DDSEA. Pourquoi organiser cet atelier cuisine ? Alors avec ces ateliers, on a envie de passer du temps avec les jeunes puisqu'ils ont la particularité de vivre dans des appartements sur Besançon en colocation, donc on ne les voit pas au quotidien. Donc c'est vraiment un temps d'échange, de partage, d'entraide. C'est des valeurs qu'on a envie de leur transmettre, donc c'est ça qu'on a envie de faire avec eux. Puis c'est aussi un moyen de voir ceux qui sont à l'aise avec la cuisine ou moins à l'aise, puisque comme ils vivent tout seuls, certains ne savent pas cuisiner alors qu'ils ont quand même besoin de se faire à manger tous les jours. Ce n'est pas les seules activités que vous proposez, il y a aussi des cours de français? Oui, on a une collègue Cynthia qui est positionnée sur les cours de français, l'aide aux devoirs et qui propose également des ateliers thématiques qui permettent aux jeunes de s'insérer, des thématiques comme la sexualité, l'écologie, etc. Donc vous les accompagnez sur plein de domaines, sur la scolarité, le logement, l'accès aux soins. Vous êtes un peu leur ange gardien. Alors voilà, on est surtout les adultes un petit peu de référence dans leur parcours puisqu'ils sont isolés sur le territoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adultes, de parents avec eux. Donc on les accompagne de manière globale, c'est le terme qu'on utilise chez nous, c'est-à-dire la santé, la scolarité. On les insère dans un parcours scolaire et professionnel et on les accompagne également au niveau juridique pour leur permettre d'accéder, on l'espère, à un titre de séjour. Et comment est-ce qu'ils vivent cette construction, cette transition? Parce que ça change beaucoup de repères. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Alors, la langue peut être la principale difficulté. Après, j'en vois pas forcément d'autres. Certains peuvent avoir des difficultés liées à leur parcours, à l'exil et à des traumatismes psychologiques. Mais c'est surtout la langue qui peut être un frein. Après, nous, on est vraiment là pour qu'ils s'appuient, pour qu'on les aide à s'insérer dans une culture, dans une société qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà. Mais je ne vois pas d'autres freins que la langue. Et la plupart parviennent à justement s'insérer professionnellement? Oui, parce que c'est des jeunes qui ont une volonté énorme. Quand on a traversé en général la Méditerranée, puisque la plupart viennent d'Afrique, la volonté, elle est là, la détermination, et en général, ils parviennent à obtenir leur CAP, leur titre de séjour, on espère, et après, ils arrivent à s'insérer sans difficulté. Très bien, on va vous laisser terminer cette pizza. Et puis en parlant de cuisine, justement, on va retrouver un apprenti qui est actuellement employé au sein d'un restaurant à Besançon. Il s'appelle Alassane. On le retrouve tout de suite. Et on retrouve donc Alassane au restaurant La Plancha à Besançon. Alassane, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi un petit peu votre parcours. Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps? Je suis arrivé en France il y a 3 ans. Et quand vous êtes arrivé, vous vous êtes dit, je veux travailler en cuisine? Oui, c'est ça. Depuis l'enfance, j'avais pensé à faire ce boulot, en fait, ce métier. Et comment ça s'est passé pour trouver cet apprentissage? Je crois que j'étais au CIS, c'est une association, j'étais là-bas, il y a une édite qui m'a aidé, me chercher... comment dire, vous essayez de trouver cet apprentissage? Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors comment ça se passe? Ça se passe bien, tranquille. Ouais, ça se passe bien. Ça vous donne envie de rester en France? Oui. Ouais. Et comment vous voyez la France en fait? Est-ce que c'est pour vous une terre d'opportunités justement? Bah ouais, je dirais ouais. Il faut en profiter et puis bon voilà. C'est ça. Alors, je vais me tourner justement vers votre patron, Cédric Goujon. Bonjour. Vous avez choisi d'embaucher Alassane. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Sa motivation. On a commencé par un stage au début, pour voir ses compétences, voir sa motivation au travail. Et puis, ça a fait match. Et puis voilà, comme ça, on est parti sur l'apprentissage. Ça va faire 1 an et demi. Là, il passe son CAP en fin d'année. C'est sûr, quoi, il est volontaire, il travaille, toujours présent, pas d'absence, rien. Donc,
très courageux, quoi. Une assiduité. Ouais, complète. Et du coup, Alassane, vous avez obtenu un titre de séjour, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, pour combien de temps? 1 an, ouais. D'accord. Mais ce parcours s'avère compliqué parfois pour certains jeunes qui sont laissés sur le carreau, soit parce que leur minorité n'est pas reconnue, soit à l'âge adulte parce qu'ils ne sont pas régularisés. Et on retrouve deux acteurs qui connaissent bien ce dossier. Stéphane Ravaclet, vous dirigez l'association Patron Solidaire, et Annette Garcia, référente la CIMAD dans le Doubs. Première question pour vous, Stéphane. On vous connaît bien sûr pour l'action que vous avez menée, cette grève de la faim, pour votre apprenti qui était dans l'obligation de quitter le territoire. Plusieurs mois plus tard, qu'est-ce qui a changé ? Il y a eu des choses de changer puisque l'association est née et que l'on se bat véritablement dans toute la France pour relater ce problème d'employeurs, employeurs qui cherchent des employés qui ne trouvent pas en France. Et par le biais de l'apprentissage, on arrive à remplir nos entreprises et l'OQTF de ces gamins, de ces exilés, arrive à terme. Et ils doivent quitter l'entreprise. C'est ça qui peut paraître incompréhensible, parce qu'ils sont insérés, ils travaillent, et on leur dit, bien non, vous ne pouvez pas rester. C'est ça. Bon, on ne parle même pas d'humanité, hein, on parle simplement de faire croître la France par l'exil. Alors, il y a un autre problème qui se pose aussi pour les mineurs isolés. Certains d'entre eux ne sont pas considérés comme mineurs quand ils arrivent et ils se retrouvent un peu sur le carreau. C'est très compliqué à gérer. L'un des problèmes de fond, c'est qu'ils arrivent sans papier. Donc, il est parfois difficile de déclarer qu'ils sont mineurs ou majeurs. Donc, d'office, souvent, on déclare qu'ils sont majeurs. Donc, ils se retrouvent à la rue. Et à la CIMAD, l'une de nos tâches est de les accompagner pour avoir un passeport en cours de validité et avoir un papier prouvant leur date de naissance. Et avec un obstacle, mais naturel, c'est la loi, ces papiers sont regardés avec attention par la police des frontières qui souvent déclare que ces papiers ne sont pas vrais. Donc à nous de les accompagner pour prouver que ces papiers sont vrais et défendre leurs droits. Il y a encore de nombreux problèmes qui se posent et c'est un dossier dont on entendra sans doute beaucoup parler avec la campagne présidentielle. C'est la fin de ce 18h30. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, votre journal régional.